Bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode en Powered by Lou. Je suis Nancy Kwaku-Louboutin, votre hôte. Et aujourd'hui, nous parlons de Personal Net Worth. Alors, le podcast qui se veut une version audio du site, du blog, a débuté un peu après le blog. Donc, il y a eu une période pendant laquelle j'ai pas enregistré du tout. Du coup, je fais un peu un retour sur les articles qui ont déjà été publiés. Et l'article sur Personal Net Worth a été publié le 18 décembre 2019. Alors, nous allons essayer de revenir sur les points qui sont abordés, c'est vrai, mais faire un peu des compléments. Donc, le billet partait de la définition pour tomber sur la méthode de calcul et ensuite pourquoi est-ce qu'il faut calculer sa net worth et ensuite l'évolution. Le petit rajout pour le podcast, ce sera de vous donner un benchmark. Quel doit être votre net worth selon votre âge? Et ça, c'est le référentiel aux États-Unis. J'ai une version que je pense qui est un peu plus adaptée au contexte ouest-africain. Je vous le présenterai. Donc, nous allons commencer par la définition. Pour ceux qui le découvrent, pour ceux qui savent, on va faire juste un rappel. La personal net worth, c'est ce que vous valez à un temps T. Alors, comment est-ce qu'on la calcule? C'est vraiment de déduire de ce que, la valeur de tout ce que vous possédez. Il faut en déduire la valeur de tout ce que vous devez. Donc, votre total actif moins votre total passif, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, oui, en fait, les deux notions m'embêtent un peu, donc il m'arrive de mélanger. Donc, disons que pour calculer votre total net worth, vous faites la valeur de tout ce que vous possédez, biens, actions, tout ce que vous possédez qui a de la valeur, moins tout ce que vous devez. Et le solde, c'est votre net worth. Donc, vous comprenez bien que le net worth peut être positif ou négatif, selon. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut le calculer? Parce que justement, ça vous permet de faire un état des lieux, de voir où est-ce que vous en êtes côté finance. Ça vous permet d'avoir un référentiel, de savoir sur quoi vous devez travailler, en fait. Ça vous permet aussi de prendre conscience de votre niveau d'endettement. Parce que des fois, on se dit, oui, j'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons, j'ai plusieurs activités, j'ai 2, 3 entreprises qui tournent. D'accord, vous êtes propriétaire d'entreprise et tout. Mais est-ce que vous générez autant d'argent que vous en dépensez? Parce que si vous ne le faites pas, si vous dépensez beaucoup plus que vous ne générez, ben ces affaires-là, elles vous en appauvrissent. Donc, autant les vendre et puis passer à autre chose. Si c'est vraiment des actifs qui sont des actifs qui sont pas productifs, qui sont tout pourris et qui vous font entrer en dette, ils ne valent rien, en fait. Si vous pouvez vous en débarrasser, faites-le. Je parle pas d'actifs qui sont en année de démarrage. C'est clair que quand on lance une affaire, les premières années, on peut être au négatif, le temps que l'activité démarre, surtout si elle demande beaucoup de capitaux, que le retour ne soit pas immédiat. Donc, les investissements de départ peuvent faire que, au départ, on est au négatif, mais progressivement, avec le planning, on voit qu'au bout de 1 ou 2 ans, on va rentrer dans les fonds et puis très vite faire du bénéfice. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'actifs qu'on possède depuis longtemps, qui sont déjà en fait en fin de cycle de vie et pour lesquels on continue de payer des charges. Donc voilà un peu pour le pourquoi, la définition et le pourquoi. Pour ce qu'il faut inclure, euh, comme je le disais plus tôt, c'est tout ce que vous possédez qui a de la valeur. Donc votre voiture, vous pouvez l'inclure en fait dans ce que vous possédez si vous pouvez la revendre. Votre maison, si vous l'avez acheté que vous ne devez pas beaucoup dessus, même si vous devez, en fait, vous pouvez évaluer la part que vous devez, vous pouvez simplement mettre toute la valeur de la maison dans ce que vous possédez et tout le solde du prêt dans ce que vous devez. Donc, vous aurez forcément le solde sur ça. Après, il y a des effets personnels tels que les ordinateurs ou le mobilier de maison. C'est un peu délicat. On peut l'inclure ou pas selon la valeur que ça. Si vous avez un sofa qui vaut 4, 5 millions, il faudra l'inclure. Ça vaut la peine de l'inclure parce que même si vous le revendez à 2 millions, c'est déjà, ça rajoute à votre valeur nette. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'offrent des sofas de 5 millions. Je n'irai pas faire ça alors, je ne sais pas trop. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple, en fait. Ça dépend déjà de la valeur de l'actif, de l'élément dont on parle, la valeur du bien, et puis ça dépend de la liquidité aussi. Est-ce que on peut le revendre, est-ce que c'est facilement revendable ou est-ce que c'est juste la valeur sentimentale? Je me souviens qu'on avait évalué une maison. Le client, il avait bâti pour lui-même, en fait. Donc, il avait vraiment investi beaucoup. Ça lui avait coûté vraiment cher. Mais il ne pourrait pas la vendre au coût de revient. C'était un peu plus, ça valait beaucoup plus parce qu'il a mis des éléments dedans pour son propre plaisir, qui ne serait pas forcément un atout qui rajoute de la valeur de vente au bien sur le marché. Donc voilà, en évaluant aussi la valeur de vos biens, il faut penser à la valeur marchande. Il ne faut pas juste se dire, je l'ai acheté à 100 millions, donc elle vaut toujours 100 millions.
qu'est-ce que ça vaut réellement sur le marché. Ça peut avoir augmenté, mais ça peut avoir baissé aussi. Donc, la valeur du marché devrait être votre référence. Et pour les prêts, incluez tout. Même si vous avez une dette de facture médicale quelque part qui n'a pas encore été réglée, si vous avez la scolarité des enfants qui est encore en cours, si vous avez commencé un master sur 2, 3 ans, vous avez payé une partie qui vous reste encore des années à payer, si. Essayez d'inclure vraiment, d'aller vraiment dans le détail, donc faire de réunir toutes les informations pour que votre valeur, pour que votre calcul soit assez proche de la réalité. Et c'est un calcul, en fait, idéalement, on le fait au même moment du mois, sur plusieurs mois, pour en suivre l'évolution. L'objectif étant de faire monter notre net worth. Donc, si vous le calculez après la réception de votre salaire et après vos dépenses, vous le faites à cette même période-là tous les mois. Si vous le faites avant d'être payé, vous le faites à cette même période-là tous les mois, pour que vous soyez en train de comparer des choses qui sont comparables. Voilà, ne mettez pas juste avant le salaire pour un mois, juste après le salaire tantôt, ou en milieu de mois, etc. Vous n'aurez pas vraiment une bonne vue. Vous pouvez le faire aussi journalier si vous avez vraiment le temps. Il y a des applications qui vous permettent de le faire de façon automatique en rentrant vos données. Vous ne mettez que ce qui varie et du coup, vous pourrez tracer l'évolution, la courbe d'évolution de votre net worth et voir où est-ce que vous allez. Donc, voilà pour le résumé de l'article. L'additif ici, c'est le benchmark, comme je disais, pour quel est votre net worth, quel net worth vous deviez avoir en fonction de votre âge. Alors, aux États-Unis, je ne vous donnerai pas des montants, je vous donnerai des ratios. Parce que c'est vrai que là où j'ai pris mes informations, c'est donné en montant, mais c'est plus parlant par rapport au ratio. Donc, ils disent que dans l'âge de 25 et 34 ans, vous devez avoir l'équivalent d'une demi-année de salaire en net worth. De 35 à 44 ans, l'équivalent de 2 ans de salaire. De 45 à 54 ans, l'équivalent de 4 ans de salaire. Et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de la retraite, vous devez avoir mis de côté, vous devez avoir en net worth plutôt 10 ans de salaire. Alors, moi, je dis déjà de 25 à 34 ans, dans le contexte ouest-africain, en tout cas en Côte d'Ivoire où moi je vis, c'est pas tout le monde qui commence à travailler à 20 ans ou à 18 ans et qui a réussi à mettre de côté une demi-année de salaire. Et même s'il réussit à mettre ça, s'il a commencé par un stage, s'il a commencé par un salaire plutôt moyen, une demi-année de salaire, ça va pas chercher bien loin. Donc, je pense qu'il faut plutôt aller sur le temps qu'on a passé au travail. Et si on part du nombre d'années travaillées, disons qu'on fait un salaire moyen sur une période de 10 ans. Je pense que c'est plus simple de lier notre net worth à l'épargne qu'on fera, en considérant que toute notre épargne sera investie, mais je ne mettrai même pas les intérêts. Donc, disons que j'épargne 10% de mon revenu mensuel sur 10 ans. Sur un an en linéaire, sans intérêt, je me retrouve à 1 an de salaire d'épargné. Si je fais plutôt 20% par mois, je me retrouve à 2 ans de salaire en 10 ans. Donc, si je pars de là et que je me dis que j'ai commencé à travailler à 25 ans, de 25 à 34 ans, j'aurai l'équivalent de 1 an de salaire de côté, si j'ai pas eu beaucoup d'imprévus. Donc, leur pourcentage d'une demi-année de salaire est raisonnable. Ça correspondra pas à la même valeur ici, mais c'est quand même raisonnable, c'est quand même atteignable. Après, si on met de côté ce salaire-là sur un compte épargne, sur un DAT, ou qu'on investit dans une affaire qui est rentable, ça peut aller chercher beaucoup plus haut. Mais il faut par derrière avoir la discipline de mettre de côté régulièrement 10%, quels que soient les imprévus. Donc voilà le calcul que moi je me suis fait. Plutôt que d'aller sur un montant de 10 000 $, 6 000 $, 7 000 $ qui ne nous parlerait pas à nous dans notre contexte, je me dis en allant en pourcentage de revenus, c'est plus parlant parce que peu importe le niveau de salaire, il suffit d'appliquer le montant et puis on a une valeur. Donc pour les 2 ans de salaire, si je épargne 20% de mon salaire pendant 10 ans, si j'ai un salaire moyen de 300 000 francs sur ces 10 ans-là, ça me met de côté en 10 ans, ça fait l'équivalent de 3,6 millions. Donc, je n'aurais épargné que 3,6 millions en 10 ans. Mais bon, si je l'investis dans une maison qui a pris de la valeur, ça vaudra beaucoup plus, etc. J'espère que je ne vous embrouille pas ici, je ne vous crée pas de confusion en parlant d'épargne et en même temps de net worth. Je pars du principe que si j'épargne les 10% et que je ne dépense pas beaucoup, les intérêts peut-être m'auront servi à dépenser entre-temps. Ou si j'ai investi dans des actifs qui ont pris de la valeur, j'aurais pas perdu, en fait, j'aurais pas dépensé. Donc, c'est comme si j'ai épargné 3,6 millions que j'ai mis dans quelque chose qui vaut 3,6 millions ou qui voudra plus avec le temps.
Donc, j'ai acheté peut-être il y a 10 ans, au bout de 10 ans, j'ai acheté une maison ou un terrain ou quelque chose qui vaut 3,6 millions. Et ce bien-là va prendre de la valeur, où je fais des additifs, où je le mets en location, ça va générer des revenus, etc. Donc, ma net worth, si j'ai pas pris trop de dettes en temps et que je vis dans mon salaire, en respectant mon budget, ça devrait être le solde qui se dégage, en fait. C'est l'hypothèse que je prends pour vous dire qu'effectivement, les 50% de salaire annuel à atteindre entre 25 et 34 ans, c'est faisable si on commence à travailler tôt. Donc, disons qu'à l'âge de 35 ans environ, on peut avoir un an de salaire départ de net worth et jusqu'à 44 ans, si on n'a pas une interruption durant la période de travail et tout, on peut avoir 2 ans, l'équivalent de 2 ans de salaire en net worth. Mais ça sous-entend qu'on fait de bons investissements et qu'on est vraiment rigoureux côté épargne. Voilà plus ou moins ce que j'avais à dire sur la net worth pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous laisse les références de l'article dans la description. Et si vous voulez faire le calcul, n'hésitez pas à réécouter l'épisode, à faire des pauses et puis à prendre des références. Si vous avez d'autres propositions d'hypothèses aussi qui vous semblent plus parlantes pour retrouver plus ou moins les tranches d'âge qu'on peut avoir, les net worth qu'on devrait avoir par rapport aux tranches d'âge, la conversation ouverte, c'est vraiment un moment de partage. Je vous dis merci de m'avoir rejoint et d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé, si ce genre de sujet vous passionne, revenez pour le prochain épisode. Je vais aller sur des notions un peu plus détaillées, beaucoup plus de pratiques et de calcul pour que ce soit parlant pour vous. Je vous remercie. Je suis Nancy Kwakulo-Boutin. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.